Voilà, bonjour tout le monde. Rebonjour encore tout le monde, tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter le professeur d'agrégé d'histoire-géographie au lycée Couperin de Fontainebleau, qui travaille aussi aux archives diplomatiques du ministère des Affaires étrangères, qui est doctorat d'histoire contemporaine, spécialisé dans les relations internationales de l'entre-deux-guerres, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont une histoire des relations internationales 1919-1939, la Chine et le monde et d'autres. Christian, je te passe la parole. Si je n'ai pas oublié quelque chose. Non, non, merci. Alors, tout d'abord, merci de votre invitation à traiter d'un sujet, c'est le Royaume-Uni et l'Europe, qui est à la fois ancien et actuel. Par ailleurs, je me réjouis d'avoir à nouveau des relations, même si ce n'est par le biais d'une caméra, avec la Lituanie, un pays que j'aime bien, que j'ai assez souvent visité, avec qui mon établissement scolaire, le lycée Couperin, a entretenu des liens serrés quand on pouvait encore voyager. Voilà. Alors, le Royaume-Uni et l'Europe, quelles relations entretiennent le Royaume-Uni avec le vieux continent, comme on l'appelle? Et bien évidemment, les liens sont multiples et anciens. On peut rappeler que l'Empire plantagenet au XIIe siècle comprenait des territoires dans le Royaume de France et que le roi d'Angleterre était vassal du roi de France pour un certain nombre de territoires. Il a aidé beaucoup de territoires, un peu trop, en France. On a plusieurs dynasties anglaises qui sont faites d'origine européenne, qui est d'origine continentale. Hein. Et donc, les liens sont évidemment traditionnels, anciens. Voilà. En revanche, la politique étrangère britannique, traditionnellement, elle aussi, repose sur quelques principes vis-à-vis de l'Europe, qui sont des principes de l'unité. Alors, la première, c'est de ne pas accepter qu'une puissance européenne contrôle les ports de la Belgique, de l'actuelle Belgique. Les Anglais disent que c'est un pistolet pointé au cœur de l'Angleterre, c'est-à-dire au cœur de Londres. Ça, c'est le premier principe. Et donc, ça veut dire tout simplement empêcher que l'Empire espagnol, la France de Louis XIV, la France de Napoléon ou ensuite l'Empire allemand ne s'établissent sur le littoral belge. Ensuite, deuxième principe, ne pas participer à des alliances contraignantes pendant les périodes de paix. Voilà, les Anglais veulent avoir les mains libres donc dans la relation avec l'Europe. Pendant les périodes de paix, j'insiste. Troisième principe, favoriser une situation d'équilibre entre les puissances européennes pour qu'il n'y ait pas une puissance qui domine les autres. Principe d'équilibre. Et puis, plus généralement, dernière chose, c'est que les Britanniques entretiennent finalement une relation étroite avec les continentaux lorsque certains d'entre eux sont menaçants. Et quand ils ne présentent aucun danger, le Royaume-Uni à l'extérieur. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire sur la très longue durée, les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Alors, pourtant, si on regarde la période 1950-2020, elle est marquée par la question de la participation britannique à la construction européenne. Et qu'on peut résumer ainsi, c'est ce que j'avais donné comme sous-titre, en faire partie. Alors, à partir de là, le choix du Brexit, puisque c'est un choix politique, il peut être étudié comme un retour à une situation normale après cette phase qui aurait duré donc de l'adhésion, c'est-à-dire 73 jusqu'au choc de 2016, soit comme une péripétie dans une histoire longue, mais aussi on peut l'analyser comme un tournant dans l'histoire européenne du Royaume-Uni. Alors pour ces aspects, je me garderai bien de trancher, parce qu'évidemment c'est l'histoire qui est en train de se faire et on n'en sait strictement rien. Alors ce que j'ai essayé de voir, c'est grosso modo comment cela s'est passé entre 1950 et 2020, en 3 points.
Premier point, le refus britannique du projet franco-allemand de 1950, parce que là, il y a bien un refus britannique. Ensuite, l'obligation pour les Britanniques de faire partie de la construction européenne dans les années 60-70. Enfin, ce que j'appelle vers la sortie, c'est-à-dire, est-ce que l'évolution, le départ du Royaume-Uni était quelque chose d'inévitable ou pas? Voilà. Est-ce que je suis clair? Est-ce que ça vous va pour ce point? Si vous me dites si je vais trop vite, parce que je sais que j'ai tendance à aller trop vite. C'est bon? Ok. Alors, premier point, le refus britannique du plan franco-allemand de 1950. Alors, il faut revenir un peu en arrière, puisque tout ne commence pas avec ces projets européens de l'après-Seconde Guerre mondiale. Vous avez le projet d'Aristide Briand, le projet d'Union européenne qu'Aristide Briand présente à la Société des Nations en 1929 et qu'il présente aux Britanniques, même si ce n'est pas les premiers destinataires. Hein. C'est quand même l'Allemagne de Weimar, la République de Weimar, qui l'intéresse en tout premier. Et les Britanniques, les dirigeants britanniques sont amenés à se positionner par rapport à ce projet, qui de toute façon va échouer. Et ils sont divisés sur la question, plutôt hostile, mais pas une hostilité de principe. L'hostilité, elle vient au fait que la priorité pour eux, c'est l'empire colonial, les relations avec l'empire colonial, et parce qu'ils ont misé beaucoup sur la Société des Nations, organe qui doit être universel, et ils ont peur qu'un projet européen affaiblisse une Société des Nations qui déjà n'est pas très en forme. Par ailleurs, à cette date, donc au début, fin des années 20, début des années 30, les Britanniques ont les moyens d'empêcher ce projet. Paradoxalement, 20 ans plus tard, alors même que les Britanniques sont les vainqueurs de la guerre, d'authentiques vainqueurs, indiscutables, ils n'auront plus la capacité d'empêcher un projet. Ce projet, de toute façon, échoue, victime de la crise économique, des atermoiements, et puis ensuite de la montée des nationalismes. Donc c'est un des premiers épisodes antérieurs. Ensuite, il y a un deuxième épisode qui est particulièrement curieux, qui est le projet d'une union franco-britannique, qui est en même temps un projet européen en 1940. C'est-à-dire qu'avec le début de la guerre en 1939, les Français et les Britanniques planifient une guerre longue, signent des accords de solidarité financière, monétaire, mettent en commun les importations de guerre, ce qu'ils avaient fait pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a un homme qui joue un rôle important dans cette affaire et qu'on retrouve à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous voyez le livre, c'est Jean Monnet, les mémoires de Jean Monnet, hein, ce dirigeant français qui a joué un très très grand rôle dans les différentes étapes de la construction européenne, et c'est lui qui négocie à Londres avec les Britanniques. Or, évidemment, mai 40 attaque allemande. Voilà. 10 mai 40, attaque allemande, et très rapidement, la situation devient catastrophique. Et le 15 juin 1940, Jean Monnet, qui est à Londres, qui préside le projet de coordination, le comité de coordination franco-britannique, eh bien, lance un projet avec d'autres, avec des Anglais, Arthur Salter, Léo Amery, qui serait un projet de fusion et d'évolution. Un projet, il n'y aurait plus qu'une seule nation. Et Churchill est plutôt enthousiaste sur ce projet, qui apparaît dans un moment désespéré. 2 jours plus tard, c'est la fin. Hein, c'est la fin. Voilà. Pourtant, ce projet, qui peut paraître comme un projet de circonstance, il peut être aussi vu comme l'aboutissement d'une réflexion qu'il y avait dès la fin des années 30 sur la nécessité au Royaume-Uni de dépasser simplement le cadre impérial, de s'intéresser à l'Europe. Bon, on retrouve d'ailleurs des noms qu'on va retrouver après la Seconde Guerre mondiale. Bon, évidemment, avec la défaite de juin 40, l'armistice, le projet de fusion des deux pays échoue complètement. Alors on en arrive après la Seconde Guerre mondiale. Et avec que veulent les Britanniques, que peuvent les Britanniques par rapport à une construction européenne.
Et c'est Churchill qui va jouer un rôle. Alors Churchill, en 1945, a été battu aux élections législatives, les élections de juillet 1945, par le travailliste Clement Attlee, non pas parce que les Britanniques étaient, comment dirais-je, ingrats vis-à-vis de Churchill. Les Britanniques supportaient plus les conservateurs qui étaient au pouvoir depuis 1931. Et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que Clement Attlee, le travailliste, c'était le numéro 2 du gouvernement d'union nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, l'électeur britannique n'a pas le sentiment de trahir qui que ce soit en votant pour le numéro 2 d'un gouvernement d'union nationale. Donc Churchill est disponible. Churchill est d'ailleurs pas très content d'avoir perdu. Churchill voyage, multiplie les discours à l'étranger, et un des thèmes qu'il défend à cette époque, c'est bien le thème de la construction européenne. Et il reprend une formule qui est une formule ancienne, une formule que Victor Hugo avait lancée quand même. Il faut créer une sorte d'États-Unis d'Europe. Il le dit dans un discours à Zurich, donc en 1946, et il va le dire, il va le revenir là-dessus dans un congrès qui est le congrès de La Haye, aux Pays-Bas, le 7 mai 1948. Et Churchill va même fonder un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour l'Europe unie. Et c'est d'ailleurs lui qui préside le congrès de La Haye, qui rassemble tous les militants européens partisans d'une Europe. Alors le seul problème, c'est quelle Europe? Il y a ceux qui veulent une fédération européenne, ce n'est pas le cas de Churchill, ceux qui veulent une alliance des États européens. Et de toute façon, cette réunion de La Haye, c'est une réunion privée. Ce ne sont pas des représentants des gouvernements, ce sont représentants de partis politiques, de militants européistes. Et même si elle a un rôle très important dans l'histoire de l'Europe, ce n'est pas là où les décisions étaient prises. Qu'est-ce qui va en sortir? Il va en sortir la première véritable Assemblée européenne, le Conseil de l'Europe, qui naît en 1949, qui n'est ni une fédération, qui n'est ni un État, ni une union, et d'ailleurs qui est appelé Conseil de l'Europe, parce que justement on veut éviter ce problème, et qui finalement a des pouvoirs très réduits. Donc, ce qui veut dire que malgré l'intérêt nouveau des Britanniques pour la question européenne, ce n'est pas encore une politique d'État. Et je vais quand même citer Churchill parce que son discours du 7 mai 1948 est très important. L'Europe a besoin de tous les apports que peuvent lui donner les Français, les Allemands et chacun de nous. Je souhaite donc la bienvenue ici à la délégation allemande que nous avons conviée parmi nous. Pour nous, le problème allemand est de restaurer la vie économique de l'Allemagne et de ranimer l'ancienne renommée de la race allemande sans pour autant exposer ses voisins et nous-mêmes à la réaffirmation de sa puissance militaire. L'Europe unie constitue la seule solution qui réponde à ce problème et c'est aussi une solution qui peut être adoptée sans retard. Tout ceci avec, évidemment, le contexte de la montée de la guerre froide. Donc, logiquement, on devrait aller vers une possibilité d'Europe franco-britannique, ce qui est envisagé très sérieusement et qui va échouer. Alors, cette Europe franco-britannique, elle est envisagée de mauvaise grâce par le gouvernement travailliste, qui est très prudent. En revanche, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Ernst Bevin, est favorable. Et il accepte une coopération avec le ministre des Affaires étrangères français, Georges Bidault, notamment dans le domaine de la sécurité. Et ça va déboucher sur des accords politiques et militaires qui seront les prémices de la future OTAN. Tout ça avec l'appui des Américains. C'est-à-dire que les Américains surveillent tout ceci et sont d'accord pour qu'une construction européenne. Alors c'est important cette affaire, même si elle n'a pas réussi finalement, parce que c'est bien la première fois que les Britanniques et les Français et les Belges, les Néerlandais et les Luxembourgeois concluent un pacte en temps de paix, c'est-à-dire brisent un des principes traditionnels de la politique étrangère britannique. Jean Monnet, qui à l'époque est haut commissaire au plan,
en France et qui est un personnage très, très influent. Très influent en France, très influent auprès des dirigeants américains. Il veut aller plus loin. Et il discute avec son homologue qui s'appelle Edwin Plowden, Plowden, sur la manière de coordonner les planifications économiques de la France et de l'Angleterre. Voilà. Et pour eux, c'est la première étape d'une intégration à l'échelle européenne. Eh bien, ça ne marche pas. Alors, pourquoi les choses ne marchent pas? Pour des raisons diverses. Jean Monnet comprend très vite que les planifications françaises et britanniques ne sont pas de même nature. Pour faire court, la France donne la priorité aux investissements de modernisation et accepte une inflation qu'elle pense maîtriser et une dépréciation du franc. Le Royaume-Uni, lui, privilégie une politique de désinflation pour compenser le coût des mesures sociales, et ça passe par une dévaluation de la livre, chose qui n'avait pas été prévue, et les Français n'étaient pas informés. Donc, ils sont furieux. Et il faut rajouter que les Anglais, quand je dis les Anglais, c'est le gouvernement travailliste de la gauche, mais aussi Winston Churchill, sont hostiles à tout ce qui apparaîtrait comme supranational. Donc, ils ne sont pas prêts à aller plus loin. Donc, Jean Monnet, qui est pourtant anglophile, c'est un des rares hommes politiques français qui connaît bien l'Angleterre, qui connaît bien les États-Unis, qui parle parfaitement anglais, qui a travaillé d'ailleurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc., suggère à Robert Schuman, qui à l'époque est président du Conseil, de changer de politique et de faire l'Europe avec l'ancien ennemi, c'est-à-dire l'Allemagne. Et c'est comme ça que le couple Schuman-Adenauer va succéder au couple Bidault pour la France, Bévin. D'où le fameux projet de la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier de 1950, qui est préparé en secret et qui va être une réussite, il faut bien le dire, et qui va surprendre désagréablement Londres. Alors, Londres n'est pas tenu informé du projet. En revanche, ensuite, Londres est directement informé des suites du projet, est tenu au courant. Parce que l'idée, c'est quand même que le Royaume-Uni les rejoigne. Et je vous ai envoyé un certain nombre de documents qui sont tirés des archives diplomatiques qui montrent bien qu'à toutes les étapes, les Britanniques sont tenus informés par la France, notamment par la France, de ce qui se passe. De toutes les étapes pour la CECA, c'est-à-dire la Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis de la CE, Communauté économique européenne de 1957. Voilà. Donc, ce n'est pas un coup en douce contre les Anglais. Alors, les Anglais n'en veulent pas. Et voilà ce que dit Edwin Plowden à Jean Monnet lors de discussions. Nous étions une nation victorieuse, devrait-il me dire plus tard, avec des responsabilités mondiales, et nous n'étions pas prêts à établir des liens privilégiés avec le continent. Cela ne me permettait pas de comprendre où vous vouliez réellement en venir. Donc, les Britanniques ne sont pas associés volontairement, ne s'associent pas volontairement à cette affaire, et du coup, dernier point de ma première partie, la Grande-Bretagne va fonder son Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Europe des Sept, quand la CE, la Communauté économique européenne, se met en place. Les Britanniques n'envisagent pas, en 1957, d'adhérer à la CE. Ils trouvent que les institutions sont trop contraignantes, qu'elles vont limiter la souveraineté nationale, des débats qu'on a entendus récemment, et que les tarifs douaniers extérieurs qui vont être prévus sont incompatibles avec les liens tissés avec le Commonwealth qui commence à succéder à l'empire colonial. Mais en revanche, ils voient bien la nécessité, ils sont tout à fait favorables à une zone de libre-échange. Et ils créent une petite zone de libre-échange, l'AELE, Association européenne de libre-échange, avec l'Autriche, le Danemark, la Norvège,
la Suède, la Suisse et le Portugal. Alors, ce n'est pas une union douanière, car les membres sont libres de déterminer leurs droits de douane comme ils l'entendent. En revanche, les droits de douane diminuent entre ces acteurs. Et on a donc si on met de côté l'Europe communiste, on a parmi les différentes tentatives européennes de cette époque, il ne faut pas oublier le Conseil de l'Europe, il ne faut pas oublier l'Organisation européenne de coopération économique qui a été créée à la demande des Américains pour le plan Marshall, on a 2 Europes qui peuvent apparaître concurrentes, la CE des 6 et la ELE des 7. Eh bien, pourtant, à l'été 1961, eh bien, la Grande-Bretagne, aux grandes dames de ses partenaires de la ELE, demande à rentrer dans la CE. Donc, deuxième temps, pourquoi donc l'obligation de faire partie de la construction européenne et donc de laisser tomber la l'AEL. Alors, pourquoi la demande d'adhésion de 61 ? C'est lié à l'évolution du Royaume-Uni de cette époque. C'est ce que des historiens comme Peter Morris, malheureusement décédé, appellent l'époque du déclin anglais. C'est-à-dire qu'on voit que la part britannique des exportations mondiales baisse, le niveau d'investissement industriel baisse, que le taux de croissance du Royaume-Uni est faible par rapport au taux de croissance des pays de la CE, que l'influence internationale du Royaume-Uni décline, perd de l'empire colonial, que le Royaume-Uni apparaît isolé, et que finalement, le lien spécifique, les liens spéciaux avec les États-Unis, ne leur apportent pas forcément grand-chose d'un point de vue économique. Par ailleurs, le Royaume-Uni, dès cette époque, commerce plus avec les pays de la CE qu'avec les pays de l'Europe qu'ils ont voulu, de l'AEL, ce qui est paradoxal. Enfin, les Américains eux-mêmes, Kennedy en 61, poussent le Royaume-Uni à rentrer dans la CE. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'à cette époque, ce sont les conservateurs qui sont favorables à l'entrée dans la construction européenne, alors que les travaillistes sont hostiles. Le leader travailliste de l'époque, qui s'appelait Gaitskell, évoquait l'abandon de 1000 ans d'histoire, avec l'idée que c'est une Europe capitaliste qui est en train de se faire et que c'est les travailleurs britanniques qui vont subir le contre-coup, et qu'on n'a rien, que les travaillistes, que les ouvriers britanniques n'ont rien à y gagner. En revanche, il faut bien voir une chose, c'est que si les Britanniques veulent rentrer dans la CE, ce n'est pas un enjeu politique important intérieur. Ce n'est pas discuté lors des élections de 59, lors des élections de 64, de 66, ce n'est pas évoqué. Alors, les négociations sont suspendues en janvier 63, après un veto de De Gaulle. De Gaulle dit non à l'entrée des Britanniques dans la CE. Et en plus, il s'arrange pour que ça soit de manière la plus, que ça soit fait de manière la plus humiliante possible. Alors, est-ce que c'est parce que les Britanniques, est-ce que c'est parce que De Gaulle ne l'a pas voulu que les Britanniques ne sont pas rentrés ? Lui, il a opposé son veto. En revanche, ça arrangeait un peu les autres, parce que en réalité, les négociations ne se passaient pas très très bien. Que les 6 pays donc de la CE de l'époque sont agacés dès ce départ par les demandes dérogatoires faites par les Britanniques et se montrent particulièrement unis. Et par exemple, c'est à cette époque on évoque l'idée d'un acquis communautaire. Quand vous rentrez, vous acceptez tout ce qui a été fait. Donc finalement, c'est plutôt un soulagement pour les partenaires, y compris allemands, que De Gaulle dise non. Alors De Gaulle, comme vous le savez, va dire 2 fois non britannique, en 63 et 67. Pourquoi ? Pourquoi dit-il non ? Alors c'est paradoxal, parce que finalement, De Gaulle, qui ne voulait pas une Europe intégrée, un truc supranational, finalement, n'était pas très éloigné des positions britanniques. C'est lié à plusieurs choses.
Alors, c'est pas tout de suite, il y a une légende, comme quoi c'était une manière pour De Gaulle de se venger, enfin, des Britanniques, considérant qu'il avait été maltraité pendant la guerre. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment purement politique. Il considère que les Britanniques sont trop liés aux Américains, et le fait, par exemple, qu'il ait reçu Macmillan, le Premier ministre des conservateurs de l'époque, à Rambouillet, qu'il essayait de se mettre d'accord avec lui sur des évolutions politiques européennes, et que juste après, Macmillan rencontre donc les Américains et accepte que l'armement nucléaire britannique soit un armement nucléaire acheté aux États-Unis, pour De Gaulle, ce n'est pas acceptable. Par ailleurs, De Gaulle craint que les équilibres de la CE, qui sont des équilibres avec une direction franco-allemande, soient perturbés par l'entrée du Royaume-Uni. Donc vous voyez bien la différence avec le début de la période 1900, dans les années 30, les Britanniques pouvaient s'opposer au projet de construction européenne. En 1949, c'était Royaume-Uni, France ou Royaume-Uni, France-Allemagne, pardon. Et là, on voit bien que c'est France-Allemagne qui domine. Alors, deuxième point, l'acceptation. L'acceptation va se faire au début des années 70. De Gaulle, comme vous le savez, perd le référendum en 69 et démissionne et est remplacé par, et son successeur est Georges Pompidou, son ancien Premier ministre. Et Georges Pompidou, donc, accepte beaucoup plus facilement l'idée de l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. En revanche, l'idée, c'est, ça se fait aux conditions de l'Europe. Et là encore, les discussions vont être rudes, à tel point que les Européens prennent des décisions urgentes sur un certain nombre de points importants, je n'ai pas le temps d'évoquer, et avant de mettre les Britanniques devant le fait accompli. Oui, voilà, vous êtes obligés d'accepter ceci. Et les Britanniques sont demandeurs. Les Britanniques sont demandeurs face à des Européens qui sont unis. Et vous avez des avancées qui sont faites de part et d'autre. Le Premier ministre britannique de l'époque, Edward Heath, renonce au statut international de la Libre. Pompidou accepte l'entrée du Royaume-Uni. Et le 23 mai 1971, l'accord est fait. Le 28 octobre 1971, eh bien, la Chambre des communes accepte une large majorité, donc l'adhésion à l'Europe. D'accord ? C'est-à-dire 356 députés pour, dont 69 travaillistes, contre 244, dont 39 conservateurs. Et les traités d'adhésion sont signés à Bruxelles le 22 janvier 1972. L'entrée effective est prévue le 1er janvier 1973. Et pourtant, 2 ans plus tard, on a un premier référendum, le 5 juin 1975, sur est-ce qu'on va rester ou non dans la CE. Alors, c'est un référendum qui est organisé par le nouveau Premier ministre, qui, à la surprise générale, a gagné les élections législatives, c'est-à-dire Harold Wilson. Et c'est plus la promesse du référendum avait été faite pour mobiliser l'électorat travailliste qui, à cette époque, est eurosceptique. Et la réponse du référendum, c'est 67% pour le oui. Et le oui est plus massif dans les régions conservatrices. Donc, vous savez que Wilson ne reste pas très longtemps au pouvoir et qu'ensuite, on va avoir un très long tunnel avec les conservateurs au pouvoir, avec Margaret Thatcher, puis ensuite John Major. Donc, de 1900, que je ne dise pas de bêtises, de 1979 à 1997. Alors, Margaret Thatcher, et vous avez une caricature de Plantu qui était publiée dans Le Monde,
où on voit les Européens unis autour du projet de passeport européen, et puis Madame Thatcher avec son chèque, et Madame Thatcher passée pour anti-européenne, ce qui n'est pas totalement vrai. Il faut bien voir, Madame Thatcher, dirigeant conservateur, un universitaire anglais disait c'est un peu notre De Gaulle à nous, c'est-à-dire quelqu'un qui à un moment a dit non au déclin, voilà, on va réagir. Et évidemment avec une affirmation de l'identité anglaise très forte. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'elle défend, au début des années 70, elle défend l'idée de rester d'entrer, puis ensuite de rester dans la CE. Et elle insiste sur les avantages. Elle insiste sur les avantages de la CE, elle insiste sur les subventions que le Royaume-Uni va y gagner, et elle insiste aussi sur un fait que le Royaume-Uni a signé un traité, et elle dit dénoncer, sortir, ça serait dénoncer un traité, or le Grande-Bretagne ne viole pas les traités. En revanche, au pouvoir, quand elle arrive au pouvoir, donc comme vous le savez, en Angleterre, elle pratique une politique d'austérité, c'est le renouveau du néolibéralisme, et surtout, elle bloque toutes les décisions de la CE. Et elle n'a de cesse de dire dans les réunions européennes « I want my money back ». Je parle très très mal anglais. C'est-à-dire qu'elle veut un rééquilibrage financier, considérant que le Royaume-Uni paie plus qu'il ne devrait, et plus surtout qu'il ne reçoit, en raison notamment de la politique agricole commune de l'époque. D'où une très longue crise avec les autres pays. Et en 1983-84, il y a un véritable complot franco-allemand. À l'époque, c'est déjà Helmut Kohl et François Mitterrand, pour qu'en cas d'échec des négociations européennes, eh bien, comment dire, à l'intérieur de l'Europe, on reconstitue une Europe sans les Britanniques. Donc, ce qui fait qu'elle pourrait toujours réclamer, mais dans le cas d'une CE qui serait vidée sa substance. Et c'est un moment de tension extrême. Et finalement, au Conseil européen de juin 85, Madame Thatcher, isolée, doit accepter le fameux chèque, ce que vous voyez, mais d'un montant bien moins important que celui qui est demandé. Et finalement, jusqu'en 1990, eh bien, Madame Thatcher ne va plus bloquer les avancées de la construction européenne. Elle va même, lors d'un discours le 28 septembre 1988, plaider en faveur d'une Europe, en disant « nous sommes européens », et elle plaide en faveur d'une Europe encore plus intergouvernementale, plus libérale, et évidemment surtout plus atlantiste. Voilà. Est-ce que je suis clair jusqu'ici? Est-ce que vous me suivez? Oui, non? Oui. D'accord. Oui, ça va, nous suivons. Très bien. Alors, merci. Donc, troisième point, va la sortie. Est-ce que les Britanniques devaient forcément quitter le Royaume-Uni? Alors, premier temps, 1992, donc la Grande-Bretagne et le traité de Maastricht. Elle n'est plus Madame Thatcher Premier ministre, puisqu'elle est tombée sur des questions politiques intérieures, et son remplaçant, c'est John Major. Et sur le traité de Maastricht, qui a créé l'Union européenne, la transformation de la CE en Union européenne, tout ça dans un cadre international très différent, puisque maintenant, c'est le cadre de l'après-guerre froide. John Major insiste sur le principal point qu'il a obtenu, c'est-à-dire que la Grande-Bretagne peut adopter la monnaie unique, qui ne s'appelle pas encore l'euro, si elle le souhaite, mais elle n'est pas obligée de le faire. Et surtout, il va développer l'idée que les Britanniques, eux, à la différence des autres Européens, sont favorables à l'élargissement de l'Union européenne à d'autres États, notamment à ceux venus de l'Est, et il va montrer aux Britanniques qu'ils résistent à toute volonté d'intégration supplémentaire. Donc, on est bien dans une période où on sent bien que l'enthousiasme pour la construction européenne est bien moindre,
Mais ce n'est pas vrai simplement au Royaume-Uni. À l'époque, je travaillais comme assistant parlementaire et je me rappelle très bien que lors du vote pour le traité de Maastricht, c'est passé de manière très juste en France, avec une division de tous les partis politiques, et que par ailleurs, il avait fallu l'implication de François Mitterrand, président, qui était par ailleurs malade, pour que le oui l'emporte. Donc, le scepticisme des Britanniques correspond à une période où les premières inquiétudes montent vis-à-vis de la construction européenne. Le successeur de John Major, Tony Blair, le travailliste, néo-travailliste, lui se veut au contraire champion de la construction européenne. Et c'est intéressant parce qu'on a un chassé-croisé complet avec les années 70. Dans les années 70, c'était les conservateurs qui voulaient la construction européenne pour des raisons d'opportunité, il faut bien le dire. Et les travaillistes étaient réticents, et là c'est le contraire. Les travaillistes sont favorables à la construction européenne, et les conservateurs sont de plus en plus inquiets. Blair signe la charte sociale en 1998, suit de près les discussions à propos de la monnaie unique. À plusieurs reprises, il insiste sur le fait que les Britanniques devraient peut-être choisir finalement la monnaie unique. Il s'inquiète de la montée du sentiment anti-européen au Royaume-Uni. Et à plusieurs reprises, aussi bien en Angleterre qu'en Europe, il défend l'idée que les Britanniques prendraient un grand risque s'ils ne choisissaient pas un destin européen. Par ailleurs, c'est aussi l'époque où Tony Blair va se lancer dans les aventures irakiennes, donc à la suite de Bush, qui vont lui faire perdre beaucoup de crédit, et où les travaillistes vont s'affaiblir. C'est le travailliste Gordon Brown qui succède à Tony Blair en 2007 et il perd les élections en 2010. Et ces derniers points, cette époque, on commence à parler du Brexit. C'est-à-dire qu'on commence à parler du Brexit, mais comme quelque chose finalement auquel on ne croit pas. Et ça a été confirmé par Madame Sylvie Berman, qui est une ancienne ambassadrice de France au Royaume-Uni, qui a écrit un ouvrage sur cette question, qui a fait une conférence récemment à Sciences Po, et qui montre bien que même les eurosceptiques à l'époque au Royaume-Uni, donc, pensaient pas que le Britannique allait sortir de l'Union européenne. Donc, 2010, David Cameron devient Premier ministre conservateur, le premier depuis John Major, grâce à une alliance avec les libéraux démocrates. Réussite limitée au moment des élections législatives. Or, à cette époque, monte un parti, UKIP, c'est-à-dire United Kingdom Independence Party, de Nigel Farage, qui mord de plus en plus l'électorat conservateur. Et pour gagner les élections législatives suivantes, il a fait une promesse, c'est-à-dire renégocier les termes de la participation du Royaume-Uni dans l'Union européenne et ensuite organiser un référendum. Référendum qui n'est pas une chose habituelle au Royaume-Uni. Donc, effectivement, il y a des négociations en 2016 à Bruxelles, et ce qui est paradoxal, c'est que Cameron obtient des avancées, c'est-à-dire que les Européens acceptent d'aider Cameron à gagner en quelque sorte son futur référendum. Par exemple, le Royaume-Uni n'est pas tenu de prendre part à une intégration politique plus poussée dans l'Union européenne, c'est un accord qui est passé. Sur la question migratoire, qui commence à devenir une question importante au Royaume-Uni, le Royaume-Uni aurait le droit de limiter pendant 7 ans certaines aides sociales pour les nouveaux migrants de l'Union européenne. Donc, il obtient des choses dont il ne va pas tirer parti. Alors, quelle est la situation à l'époque à Londres, donc d'un point de vue politique et puis même d'un point de vue plus général. Londres est une ville particulièrement dynamique, bouillonnante d'un point de vue culturel, cosmopolite et qui attire.
qui attire beaucoup plus que Paris-Berlin à cette époque. Et c'est à ce moment-là que le référendum doit avoir lieu. L'état d'esprit de Cameron était plutôt serein. C'est-à-dire qu'il comptait utiliser les mêmes arguments que précédemment, c'est-à-dire d'un point de vue économique, les Britanniques ont intérêt à rester dans l'Union européenne. Mais en même temps, il se montre très critique vis-à-vis de l'Union européenne. Il n'y a pas d'enthousiasme. Alors que l'autre côté, c'est très simple. L'autre côté, c'est très très simple. C'est on utilise les thèmes de l'immigration, qui effectivement est importante en 2013. C'est l'époque où vous avez à Calais un immense terrain qu'on appelle la jungle, où s'entassent donc des immigrés qui veulent gagner l'Angleterre. Donc ça fait c'est particulièrement mal vu en Angleterre. C'est l'époque où Farage explique que 70 millions de Turcs vont débarquer en Angleterre. Il y a un réflexe identitaire qui a beaucoup joué, c'est-à-dire ce réflexe, c'est reprendre le contrôle, reprendre take back control, qui marche très bien. Face à Cameron, qui défend l'idée de rester dans l'Europe tout en la critiquant. Mais jusqu'au dernier moment, ils sont persuadés que ça va passer. Alors, et pourquoi sont-ils persuadés que cela va passer? D'après Mme Sylvie Berman, c'est qu'il y a un précédent. Le précédent, c'était le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, qui avait eu lieu quelques années plus tôt, et où les mêmes choses, les Britanniques avaient eu très peur de la victoire du oui, et finalement, c'est le non qui l'avait emporté. Et donc, ils considèrent qu'il va se passer la même chose. Alors pourtant, il y a des signaux. Il y a des signaux comme par exemple le passage de Boris Johnson, l'actuel Premier ministre, qui à l'époque avait été maire de Londres, particulièrement engagé dans une ville cosmopolite, comme je le disais, qui passe du camp de ceux qui du Remain au camp du Brexit. Et c'est quelque chose d'important parce qu'il est populaire et parce qu'il appartient aux élites et parce qu'il apporte toute sa fougue. Et il y a un parallèle qui a été intéressant, que je trouve qui a été intéressant, c'est à peu près la même chose qu'en France, en 2005, quand l'ancien Premier ministre socialiste français, Laurent Fabius, avait appelé à voter non au projet de référendum sur la Constitution européenne, alors que toute sa carrière était pro-européenne. Et ça avait fait un choc pour la gauche. Et là, on peut penser que ça a joué aussi. Bref, en tout cas, tout ceci plus un certain nombre de choses, comme le jeu des réseaux sociaux, sur le fait que la campagne a été particulièrement mal faite. Résultat des courses, le 23 juin 2016, le victoire est nette, 51,9 pour le Brexit, ou British Exit. Et donc, à partir du moment où ceci a été dessiné par les Britanniques, il est évident que ça va se faire. Si vous voyez sur la carte que je vous ai adressée que la victoire est importante dans un certain nombre de régions d'Angleterre. Hein. Ça s'est pas fait sur quelques voix. Que l'Écosse, l'Irlande du Nord, Londres ont voté pour rester, mais que beaucoup de régions, et notamment régions travaillistes, mais aussi conservatrices, ont voté pour le départ. Ensuite, il faut négocier le départ. Donc, je ne vais pas faire le résumé des très longues négociations. Theresa May, qui succède à David Cameron, qui est obligé de démissionner, c'est logique, et devient Premier ministre sans avoir gagné d'élection tout d'abord, ce qui va être une faiblesse. Et par ailleurs, elle n'a pas défini le Brexit auparavant, pas plus qu'après. Et en plus, elle n'a pas tenu son parti, le Parti conservateur. Donc, les négociations ont été particulièrement longues. Beaucoup considèrent que l'accord que Theresa May avait négocié serait meilleur pour les Britanniques que l'accord finalement que Boris Johnson a négocié. Et les négociations en 2020 se sont enlisées. Pourquoi? Parce que il y a eu plusieurs facteurs. D'abord parce que tout simplement la crise du Covid qui mobilise les dirigeants, plus le fait que tout simplement beaucoup de dirigeants britanniques et européens ont eu le Covid. C'est un aspect intéressant. Boris Johnson, je le rappelle, le printemps dernier, a failli disparaître. Donc,
pour arriver à une négociation qui s'est faite, comme souvent dans le cadre européen, une négociation qui s'est faite au dernier moment et qui a débouché sur l'accord de décembre 2020. Avec des discussions qui ont été très longues, 4 ans de négociations, pour un accord qui fait 1200 pages dans la version anglaise. Et je vais vous donner quelques points sur l'accord qui vont régir les relations entre les Britanniques et les Européens. Alors, d'un point de vue commerce, c'est un accord de commerce et de coopération qui repose sur le principe du libre-échange. Donc, pas de droits de douane, pas de quotas dans les échanges de marchandises. En revanche, réinstauration d'un contrôle aux frontières avec des déclarations d'importation et d'exportation pour les deux parties. Et là, l'Union européenne avait une crainte. La crainte, c'était que s'installe un paradis fiscal à la porte de l'Union européenne. Et donc, ils ont obtenu que le Royaume-Uni soit soumis aux règles européennes en matière d'environnement, de droits sociaux, de fiscalité, de sécurité alimentaire, d'aide d'État. Et que se passe-t-il si jamais il y a un problème? Si jamais il y a un problème, si les parties ne respectent pas leurs paroles. Alors, l'Union européenne souhaitait que la Cour de justice européenne tranche les désaccords, inacceptables pour les Britanniques. Et donc, on s'est mis d'accord sur un conseil de partenariat qui se réunira en fonction des questions traitées et qui se prononcera sur les litiges. Donc, voici pour la question commerciale. Il y a une question qui est très importante, alors que point de vue économique, elle n'est pas très importante, c'est la question de la pêche. En quittant l'Union européenne, et c'est assez logique, le Royaume-Uni reprend possession de ses eaux territoriales. Et pourtant, la pêche, c'est 0,1% du PIB britannique. Vous voyez, c'est pas énorme. Et l'Union européenne a fait des concessions. C'est-à-dire que les pêcheurs européens pourront toujours pêcher, mais doivent renoncer à 25% des prises dans les eaux britanniques. On est très loin des exigences anglaises. C'est pour ça que les pêcheurs britanniques ont eu l'impression d'être trahis par Boris Johnson, qui exigeait 80%. En plus, les accords doivent être revus ensuite. Sur la sécurité, l'accord prévoit une poursuite de collaboration dans les domaines policiers et judiciaires, dans la lutte contre la criminalité et contre le terrorisme. En revanche, le Royaume-Uni n'a pas souhaité inclure dans l'accord des questions de politique étrangère, de sécurité extérieure et de défense. Pour la circulation des personnes, c'est la fin de la libre circulation des Européens au Royaume-Uni et inversement depuis le 1er janvier 2001. Chaque Européen, en revanche, pour des courts séjours, doit présenter des papiers d'identité, carte d'identité jusqu'au 30 septembre 2021, puis passeport à partir du 1er octobre. Les visas sont nécessaires pour les séjours de plus de 6 mois. Le programme Erasmus, et c'est bien dommage, est abandonné par les Britanniques pour des raisons financières. Alors ensuite, vous avez la question des services financiers qui n'a pas été abordée. Ça, c'est très curieux. Ce service financier, c'est 7% du PIB britannique. C'est un des grands succès britanniques. Eh bien, il ne figure pas dans l'accord. Et en revanche, donc, ça veut dire que les Britanniques doivent obtenir des dérogations pour agir dans l'Union européenne, mais un certain nombre de banques, de fonds d'investissement ont déjà installé des succursales, d'ailleurs qui ont bénéficié à Amsterdam, voire à Paris. Ensuite, il y a la question de la frontière irlandaise, c'est-à-dire la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, avec les accords qui avaient été passés en 1998, les accords de Pâques, qui ont de fait mis fin à la guerre civile larvée qui régnait en Irlande du Nord depuis la fin des années 1960, avec un droit de regard de la République d'Irlande sur les affaires d'Irlande du Nord et avec la mise en place d'une administration et une direction politique où les catholiques et les protestants sont présents donc en Irlande du Nord, même si cette administration est régulièrement en crise. Inenvisageable de refaire une frontière fermée entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande.
Alors, on arrive à quelque chose de baroque, c'est-à-dire qu'une frontière est tracée en mer d'Irlande et que l'Irlande du Nord bénéficie toujours du marché unique et de l'union douanière, donc elle doit suivre les règles, et que les marchandises produites en Irlande du Nord peuvent continuer d'entrer dans l'Union européenne avec un minimum des contrôles douaniers, que les produits exportés vers l'Irlande du Nord depuis le reste du Royaume-Uni et des pays tiers sont, eux, contrôlés à des points d'entrée du territoire. Sauf que ça bloque très rapidement. Vous avez vu qu'il y a eu des émeutes récemment, et que par ailleurs, pour l'instant, le protocole est suspendu. Voilà, et le protocole est de toute façon difficile à mettre en œuvre. Voilà, donc voilà où on en est pour les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe, et pour l'avenir. Alors, Boris Johnson a gagné très largement les dernières élections sur le thème du ce qu'il appelait Global Britain. Justement, en évoquant le Brexit, en évoquant le fait qu'il fallait libéraliser les économies, le libre-échange, euh, qu'il fallait limiter l'intervention de l'État, bref, un discours un peu plus classique. Voilà. L'idée que le Royaume-Uni allait retrouver sa place, loin des chaînes européennes, comme puissance, et allait négocier, par exemple, des accords avec les États-Unis, avec le Japon, que par ailleurs, ceci allait lui permettre de refinancer des services publics. Alors, si vous regardez les cartes que je vous ai adressées, vous voyez que l'Union européenne est restée de loin le premier partenaire économique du Royaume-Uni, pour les exportations comme pour les importations de biens ou de services, que même si la prééminence de l'Union européenne s'affaiblit légèrement depuis 10 ans, au profit des États-Unis, de la Chine et d'autres partenaires, on voit mal comment l'Union céderait la place, l'Union européenne, comme premier partenaire économique du Royaume-Uni. On voit bien que les relations ne pourront que pâtir du Brexit et surtout du fait que c'est une histoire qui va perdurer, que beaucoup de choses sont à revoir, y compris sur la pêche, sur l'Irlande par exemple. Et puis il y a d'autres facteurs qui jouent. Tout simplement, on a la situation du Covid que l'on vit tous, avec des sortes de montées de montagnes russes. Les Britanniques qui semblaient dans une situation très difficile, voici 4 mois, réouvrent et mettent l'accent sur le fait qu'ils ont une politique de vaccination tout à fait remarquable, parce que justement ils n'avaient pas les pesanteurs européennes et qu'ils ont pris un choix, c'est-à-dire l'injection massive des premières doses. Et les Britanniques sont en train de se déconfiner, alors que par exemple la France, qui passait il y a quelque temps encore pour un bon élève, on en est à le 3e confinement, et les chiffres ne sont pas bons. Donc tout ceci, avec la fermeture des frontières qui se fait dans un espace où théoriquement, il y a un an, on disait non, on ne peut pas fermer les frontières. Donc évidemment, ceci va jouer sur les relations avec les différents partenaires, et pas simplement avec le Royaume-Uni. On peut considérer que la question du Royaume-Uni, c'est de retrouver un rôle dans les relations internationales, de négocier des accords avec l'Union européenne, qui finalement est son partenaire économique naturel depuis plus d'un demi-siècle, et on n'a pas intérêt à ce que les choses se passent mal. Et si je peux y donner mon sentiment, je me rappelle qu'en 2016, finalement, quand les Britanniques ont voté pour le Brexit, il y avait quand même dans l'opinion publique française, je ne sais pas ce qu'il en était en Lituanie, mais il y avait quand même dans l'opinion publique française, et pas seulement française, l'idée qu'il fallait punir les Britanniques. Il y avait l'idée, voilà, vous avez voulu partir, et bien tant pis. On est en 2021, personne n'a vraiment intérêt à ce que les choses se passent mal.
les Britanniques ne sont évidemment plus la puissance, la puissance globale qu'ils étaient au XIXe siècle. Les relations avec les États-Unis, on a bien vu que l'époque de Trump ne sont pas été remarquables. Et puis, l'Union européenne elle-même est, une fois de plus, une période d'interrogation. Interrogation sur ce qu'elle doit devenir, sur ce qu'elle doit être, est-ce qu'elle doit intégrer d'autres pays, etc. Donc voilà. Donc je ne me hasarderai pas à dire que ce qu'il peut en être. Simplement, si on reprend les principes que j'avais évoqués, traditionnels de la politique britannique vis-à-vis de l'Europe, on voit bien que le XXe siècle, et surtout la deuxième moitié du XXe siècle, eh bien, a mis fin à ces rapports où les Britanniques surveillaient en quelque sorte ce qui se passait en Europe en ne voulant pas s'en mêler. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou de remarques, j'essaierai d'y répondre sans dire trop de bêtises. J'aurais une question à propos de ceux qui ont voté non lors du référendum au Brexit, en particulier en Écosse, par exemple, ou en Irlande du Nord. Comment ils se positionnent sur cette question pour les années qui viennent? Est-ce qu'il est question de refaire un référendum ou éventuellement de réorganiser un référendum pour l'indépendance de l'Écosse, par exemple? Oui, c'est une demande du parti qui est au pouvoir actuellement en l'Écosse, du SNP. Réponse de Boris Johnson, non. Disant un référendum par génération, faisant allusion au référendum précédent, c'est suffisant. Donc, pour l'instant, le Royaume-Uni, enfin, le Premier ministre britannique refuse l'idée d'un référendum. Et d'après ce que j'ai lu, le SNP, il y a des élections qui vont avoir lieu en Écosse. Le SNP devrait l'emporter, mais le problème, c'est que le SNP est en but à pas une scission, mais à des problèmes intérieurs liés à l'ancien Premier ministre écossais qui a été écarté suite à des affaires de mœurs et qui est revenu dans le jeu politique. Donc, ça veut dire que l'unanimité écossaise risque d'être moindre que prévu. Par ailleurs, l'idée que l'Écosse pourrait rentrer dans l'Union européenne, mettons que voilà, l'Écosse devient indépendante, elle rentre dans l'Union européenne. D'après ce que j'ai lu, même chose, hein, moi je suis plutôt spécialiste des années 30 de l'entre-deux-guerres, hein, plus que de la période récente. L'Union européenne, on n'est pas forcément fan de l'idée. L'Union européenne a appuyé sur les freins il y a 2 ans dans l'affaire catalane, où les Catalans, lors du référendum, pensaient pouvoir compter sur l'appui en disant, bah voilà, on prend une décision démocratique, etc., où ils sont aperçus que les États européens, mais l'Union européenne était hostile, enfin, véritablement était hostile. Enfin, voilà. Donc, rien n'est sûr de ce côté-là. Alors, ce que j'ai lu sur cette question, c'est que finalement, c'est la question du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande qui est en cause, plus que le rapport l'Écosse et de l'Europe. Et que ce Royaume-Uni, dans l'acte d'union doit dater, je ne me rappelle plus exactement la date, je ne sais plus si c'est 1708, je ne sais plus exactement, que c'est peut-être là le véritable problème. Mais bon. Quant à l'Irlande du Nord, évidemment, le risque pour les Britanniques, c'est de voir l'Irlande du Nord, enfin, que de l'union des Irlandes se faire à terme. D'autant plus, que d'un point de vue démographique, la situation est mauvaise pour les unionistes, que les unionistes ont eu le sentiment d'être fait avoir, donc que Londres a trop cédé aux républicains et que Londres a trop cédé à la République d'Irlande, ce qui explique aussi les montées des violences actuellement, qui sont plutôt du fait des unionistes. Hein. Donc voilà. Mais à partir de là, il y a des risques. C'est-à-dire, cela agit comme un révélateur de problèmes qui étaient pendants.
qui était, voilà. Il ne faut pas oublier que c'est quand même Tony Blair qui, dans les années 90, a redonné vie, en quelque sorte, aux institutions en Écosse, au Pays de Galles, et puis qui avait permis de régler en grande partie la question nord-irlandaise, tout au moins pendant un temps. Mais que les problèmes étaient déjà là. Donc, est-ce que ça va jouer comme un révélateur? Est-ce que ça va comme un accélérateur? J'en sais rien. Là, je ne me hasarderai pas. Les Britanniques ont quand même géré des crises régulières. La crise, si on regarde la situation avant la Première Guerre mondiale, le gros problème pour les Britanniques, c'était la crise de l'Ulster, enfin, c'était la crise nord-irlandaise. Ça les inquiétait plus que ce qui se passait à Sarajevo. Voilà. Donc, et finalement, ils l'ont réglé, enfin, avant la guerre, et puis après, bon, bah, ça a été l'autonomie puis l'indépendance de l'Irlande. Donc, je ne me hasarderai pas à donner, mais effectivement, on voit bien la montée de tension, mais qui ne sont pas créés, c'est plutôt des révélateurs. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Tout d'abord, merci d'avoir choisi, monsieur, ce sujet qui est très important, surtout pour les Lituaniens, dont une grande partie réside en Angleterre. Moi, je voudrais vous poser la question concernant votre opinion personnelle. À votre avis, quelles sont les choses les plus importantes que l'Angleterre a gagnées et l'Union européenne a perdues? En disant au revoir à la Grande-Bretagne, d'après vous? Alors, c'est une question très difficile. Je vais commencer par l'Union européenne. L'Union européenne a perdu le Royaume-Uni. Et c'est déjà quelque chose de très important. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut envisager de construire une Europe sans une des principales puissances. Et donc, collectivement, l'Union européenne, c'est une perte pour le... C'est pour ça que moi, je trouvais en 2016, où honnêtement, les Anglais, on les trouvait embêtants, etc., mais que je trouvais que cette espèce de joie ou de... Voilà, était mauvaise. Parce que si Pompidou, qui n'était pas particulièrement anglophile, a accepté l'entrée de l'Europe, je lui ai montré, c'est une histoire compliquée, ça ne s'est pas fait dans la... Voilà. C'est parce que je ne vois pas comment on peut faire la construction de l'Europe sans une des principales puissances. Donc ça, il y a déjà une perte. Il y a une perte évidente. Cette perte sera d'autant plus grande si les relations continuent à se dégrader. Parce que là, on est dans une phase de dégradation. Si on lit la presse anglaise, ils tirent à boulet rouge sur les dirigeants européens, sur Macron, par exemple, et pas uniquement. Et puis, enfin, il y a une montée, voilà, une montée de l'acrimonie. Voilà, ça, on va pas. Bon. Et je crois que les deux parties n'ont pas gagné. Ce que gagnait paradoxalement l'Union européenne avec l'affaire du Brexit, c'est que finalement, on n'est pas prêt, je crois, mais je peux me tromper, hein, là, je me suis souvent trompé, je crois qu'on n'est pas prêt de voir un pays quitter l'Union européenne maintenant. Que, par exemple, c'est très intéressant de voir le changement de ton, comment il s'appelle, de l'actuel dirigeant italien qui a été ministre de l'Intérieur, du gouvernement, pas du gouvernement précédent, mais du gouvernement l'avant-dernier, de l'antépénultième gouvernement, dont je ne me rappelle plus son nom, bref, qui avait un discours qui appartient à l'extrême droite, voilà, qui avait un discours très anti-européen, de sortie, etc. Et au fur et à mesure que les négociations se déroulaient, qu'on voyait bien qu'il était quand même très difficile de détricoter, et que par ailleurs l'Italie a besoin de l'Union européenne comme nous avons besoin de l'Italie, donc que finalement il a réorienté son discours. Et que l'Italie, qui était un pays très pro-européen et qui devenait un pays de plus en plus critique sur l'Europe, a rechangé. Que finalement les dirigeants hongrois, polonais, actuellement très critiques vis-à-vis de l'Europe, qui est très critique vis-à-vis d'eux, ils ne veulent pas quitter l'Europe.
Ils ne veulent pas quitter l'Union européenne. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est autre chose. Ils ne veulent pas quitter l'Union européenne. Donc, ces très longues négociations ont, je pense, régler le problème pour un certain temps. Voilà. Bilan. Le bilan, pour l'instant, on ne le voit pas parce que on est dans les. Enfin, on voit bien des choses ponctuelles, mais est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est durable? On voit bien les magasins en Irlande du Nord, qui ça a été montré, qui se sont vidés du fait des contrôles compliqués, etc. On a vu les longues files de camions pour l'entrée en France. On a vu des entreprises qui avaient des difficultés, des entreprises anglaises qui avaient des difficultés pour commercer, pour investir, etc. Que c'est pas parce que, mais parce que tout simplement, ils font plus partie, comme disait Alex Taylor, qui est un journaliste anglais qui vit maintenant en France et qui a pris la nationalité française. Il disait, beaucoup de Brexiteurs n'avaient pas compris que quand on n'en faisait plus partie, on n'en fait plus partie. Donc, voilà, ça devient plus compliqué, ça dépend d'autres pays. Mais est-ce que ça va être durable ou pas? Voilà. Il y a d'autres choses. Par exemple, l'Eurostar, qui est une situation catastrophique. Enfin, non seulement il y a deux trains par jour maintenant, mais la situation financière est absolument catastrophique, à point qu'on peut se demander si l'entreprise risque pas de disparaître et qu'il n'y a pas d'accord entre les deux parties pour savoir qui doit financer, etc. Voilà. Donc, je ne pense pas qu'à court terme, on risque de trop céder à l'émotion pour dire, voilà, qui a le plus perdu. Intuitivement, on pourrait avoir le sentiment que les Britanniques ont plus perdu, puisqu'ils sont plus liés à l'Union européenne. Finalement, l'Union européenne compte plus pour les Britanniques dans leurs relations que l'inverse. Oui, mais quand on prend par exemple l'Airbus, ça va être compliqué. Ça va compliquer les choses parce que les moteurs sont des Rolls-Royce. Enfin, voilà, donc je crains que ce soit un jeu à somme nulle et que pour l'instant personne n'y gagne. Enfin voilà, et que l'idée, et c'est pour ça que peut-être cette idée de punition, qui vraiment est quelque chose qu'on voyait chez les Français, mais chez les Anglais, chez les Allemands aussi. Ils ont voulu, voilà, bien fait pour eux, etc. On l'entend moins parce que d'abord on a d'autres chats à fouetter, il faut bien le dire, que le Covid, et puis les problèmes qu'on a, voilà. Il est intéressant de voir quand même que, point de vue, même si par exemple, du point de vue des accords, l'accord n'évoque pas les politiques de défense et les politiques étrangères, mais que les relations en termes de défense et de politique étrangère continuent. On a bien vu que des informations passent, que des coopérations existent, et tant mieux. Voilà, donc voilà, le Royaume. Moi, je ne vois pas comment, à l'espace d'une génération, les Britanniques pourraient rentrer dans une Europe qu'ils viennent de quitter, alors que le divorce a quand même pris 4 ans. Ça, je ne crois pas, c'est une fiction. Ensuite, on peut très bien imaginer des accords. Voilà, la Norvège, en 72, voulait rentrer dans la CE. La Norvège, finalement, il y a eu un référendum. Les Norvégiens n'ont pas voulu rentrer dans la CE. La relation avec la Norvège et puis la CE et puis l'Union européenne ne sont pas mauvaises. Les Suisses ont refusé de rentrer dans l'Union européenne. Voilà. Mais c'est vrai que les Britanniques, eux, en ont fait partie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et puis, c'est pas le même type de puissance. C'est une puissance, les Britanniques. Ça, c'est membre du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, troisième armée de l'OTAN. Enfin, si on met de côté nos amis américains. Enfin voilà, c'est voilà. C'est pour ça, je ne me hasarderai pas à répondre. Je pense que intuitivement, je pense que finalement l'Union européenne, a plus perdu. Mais moi, personnellement, j'avais l'impression que, oui, on a perdu beaucoup de choses à cause du départ de la Grande-Bretagne, mais j'avais une impression au début que dans le domaine linguistique, on a gagné un petit peu, puisque peut-être au fur et à mesure, les pays européens et puis le monde entier va comprendre qu'il faut soutenir l'idée de plurilinguisme, que c'est pas seulement
qu'avec l'anglais qu'on peut fonctionner. Ça, c'est Tout à mon fait. opinion personnelle. Et d'ailleurs, ça a été l'objet, il y a eu un sommet de la francophonie en virtuel il y a de cela un mois, et ça a été l'objet de, semble-t-il, hein, voilà, de l'idée, bah, voilà, c'est peut-être le moment de, de remettre en cause, déjà ne serait-ce qu'au sein de l'Union européenne, enfin, cette hégémonie de l'anglais. D'ailleurs, pour revenir à, j'y repense, et j'aurais peut-être dû le dire dans l'exposé, ce qui est quand même très intéressant dans cette affaire, c'est que les Britanniques sont partis au moment même où, d'après les témoignages d'amis qui travaillent, enfin, de degrés divers, etc., où les Britanniques, finalement, leurs idées progressaient de plus en plus au sein de l'Union européenne. Ce refus d'une intégration, cette idée, bon, bah, d'abord du commerce, d'abord des échanges, etc., voilà, cette idée qu'ils avaient des pays qui, en plus, qui étaient plutôt proches d'eux, de ce côté-là. Les Pays-Bas, par exemple. Les Pays-Bas étaient plutôt proches des thèses britanniques. Et c'est curieux, c'est vraiment le moment où les Britanniques, en plus, ils envoyaient des fonctionnaires de très grande qualité à Bruxelles, efficaces et tout, ou les dirigeants politiques, parce qu'on voit Nigel Farage qui faisait le clown à Strasbourg ou à Bruxelles, mais les députés britanniques étaient très présents et puis bah, défendaient leur pays plutôt efficacement, souvent beaucoup mieux que les députés français qui sont souvent, voilà, qui sont pas toujours très présents, dirons-nous. Voilà. Et c'est curieux, c'est le moment vraiment où, voilà, finalement Cameron avait obtenu des choses. Enfin, cette espèce de négociation constante depuis les années 70, on rentre dans l'Europe et on veut la transformer de l'intérieur, cela commence à fonctionner, mais il y a une contradiction. C'est que finalement, l'Europe, elle se fait tous les jours de plus en plus, ne serait-ce que par le droit, ne serait-ce que par les normes, etc. On peut penser que le départ, c'est peut-être moi qui l'analyse aussi, c'est lié à cette contradiction. Cette contradiction, voilà, j'appartiens à une génération, enfin moi j'ai 54 ans, et quand je parle à mes élèves, je leur dis, moi j'appartiens à une génération où j'ai connu l'Europe communiste, où j'ai voyagé dans l'Europe communiste, et où j'allais dans l'autre Europe. Et puis après, quand l'Europe s'est libérée, l'Europe communiste s'est libérée, j'avais pendant quelques années, j'avais toujours l'idée, ah oui, voilà, c'est l'ex-Europe communiste. Et je dis, vous appartenez à une génération d'élèves pour qui bah, l'Europe, ça va de Varsovie, de Tallinn, de Vilnius, à Dublin. Voilà, pour eux, voilà, il n'y a pas de différence. Pour ceux qui voyagent, parce que tout le monde ne voyage pas, il ne faut pas non plus rêver. Voilà. Mais en même temps, j'ai remarqué une chose, c'est que le pays qui semblait toujours un petit peu à part quand même au niveau des références, c'est l'Angleterre. Au niveau, voilà, c'était assez étonnant moi j'aime beaucoup l'Angleterre, souvent ma thèse portait sur, en partie sur l'Angleterre, donc j'y allais souvent, et j'avais toujours le sentiment que c'était un pays européen, mais voilà, pas tout à fait, beaucoup moins ancré dans la réalité européenne finalement bah, que les pays baltes, que la Hongrie, qui sont entrés récemment, qui sont entrés au début, enfin fin des années 90, début du 21e siècle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci pour votre réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, sinon, je regarde si... Non? Non, pour l'instant, dans le chat, je ne vois rien. Peut-être quelqu'un va vous adresser sa question personnelle, parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais les Lituaniens, on est un peu timides. Donc, oui, et peut-être dans ce cas, peut-être on va terminer notre webinaire formidable. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre cours. Je ne m'appellerai pas un webinaire, mais j'appellerai vraiment un vrai cours.
Je voudrais aussi remercier Gintare, grâce à qui on a pu organiser ce webinaire. J'espère que ça, c'est la première fois que vous avez accepté de faire partie de notre communauté francophone de la Lituanie, mais que dans l'avenir, si vous êtes toujours disponible, si vous êtes d'accord, on est toujours prêt à vous écouter. Peut-être déjà, oui, on est timide au début, mais quand on fait mieux la connaissance, on s'ouvre. Donc peut-être la prochaine fois, nous serons encore plus nombreux et plus actifs. Et encore une fois, un grand merci à vous et à Gintare. Merci beaucoup. Écoutez, ce sera avec plaisir si vous avez comment dirais-je, d'autres sujets, il n'y a aucun problème. Comme je vous dis, j'ai un attachement particulier pour la Lituanie, où j'ai un ami d'ailleurs qui réside en Lituanie, pour les pays-baltes en général, mais pour la Lituanie en particulier. Et donc, ce sera avec plaisir que je pourrai revenir vers vous. Mon texte est en partie, enfin, une grande partie rédigé. Là, j'ai pas mal de travail, mais si vous le souhaitez, de toute façon, je peux, dans quelques temps, je ne vous dis pas tout de suite, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de travail, le rédiger, puis vous l'envoyer, puis vous pouvez le diffuser comme vous l'entendez. Avec un grand plaisir. Je vous rappelle aussi que nous allons mettre cette vidéo sur notre site, que aussi on va vous envoyer le lien. Encore une fois, ačiū labai. Merci beaucoup. Merci, Christian. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je profite aussi de ce webinaire pour rappeler qu'on a une autre rencontre cette semaine. Cette fois-ci, le webinaire va être consacré plutôt à l'enseignement du français. Va être animé par notre membre de l'association. Donc, vous êtes les bienvenus. On vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir et merci encore Gintare. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Beaucoup. Au revoir. Merci, Christian. Au revoir. Au revoir. Au revoir.